Azika Kopanaye Safaye Almaye Nedon Sena Nedon Tolola Pratique du français. Je m'intéresse particulièrement au contenu des manuels scolaires. Donc j'aurai une intervention demain sur l'étude de la langue en analysant les exercices qui sont contenus dans les manuels scolaires utilisés au Gabon. Moi, c'est Marie-Noélie Mouébé, enseignante de français à Libreville au Gabon. Et demain, ma participation sera centrée sur l'enseignement des registres de langue à partir des réseaux sociaux. Merci. Alors moi, je suis Faroua Mikaï, je suis professeur ici au lycée Maïssa Okoula et passé la CEDO. Je fais une communication aujourd'hui sur les erreurs et les schémas des élèves et du ministère de l'enseignement. Merci. Moi, c'est Guyen Faye. Je suis au département F2 qui forme les inspecteurs d'éducation. Je suis enseignant en philosophie, épistémologie, philosophie d'éducation, philosophie générale. Merci. Moi, je réponds au nom de Major Faye. Je suis diplômé d'ingénierie de la formation et recherche en éducation à l'ESEA, l'École supérieure d'économie appliquée. Et ma communication sera axée sur la perception des élèves du lycée de Yoff sur l'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Merci. Merci. Bon après-midi, je suis Joël Zéro Carlos, enseignant à l'Institut universitaire de développement international et à ICT University Cameroun. Professeur des écoles normales de formation, je forme les instituteurs. Ma communication sera basée sur le management inclusif et performance organisationnelle. Cadre du club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun. À demain. Merci. Voilà, et Abdou Khadroub, enseignant-chercheur en didactique de l'espagnol langue étrangère à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, notre communication portera sur quelle stratégie de correction de l'erreur pragmatique en LA en classe de terminale, cas du contexte scolaire de Saint-Louis. Bonsoir, je suis à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Ma communication porte sur la capitalisation des politiques éducatives dans le cadre de la mondialisation. C'est une étudiante à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et donc je fais mes recherches sur le concept de l'erreur. Et mon thème d'aujourd'hui, comme vient de le dire mon professeur, les stratégies de correction de l'erreur pragmatique en espagnol comme langue étrangère, en plan de terminale, L'1, cas du contexte scolaire de Saint-Louis du Sénégal. Merci. Sylvain Faye, je suis professeur d'histoire-géographie et en même temps spécialiste en éducation. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les stratégies cognitives et métacognitives qui sont appliquées à la rédaction d'un texte en histoire-géo. Et ça peut toucher toutes les matières. Vraiment, c'est ça. Au niveau du département de psychopédagogie, et donc moi je suis spécialisé sur les questions de sociologie des politiques éducatives. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je vais commencer par quelques mots qui ne sont pas de moi, que certains et certaines ici vont tout de suite reconnaître et qui sont en lien avec ma présentation. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres. Un petit extrait d'un poème qui m'est cher. Vous comprendrez en me présentant que les terres sur lesquelles j'ai la chance et le privilège de présenter mon travail et toutes nos recherches, c'est pas quelque chose d'anodin pour moi. Je suis très fière d'être aujourd'hui ici pour présenter notre travail. Alors je viens de Suisse, du canton de Vaud, de la Haute École Pédagogique, qui forme des enseignants indifféremment du primaire, du secondaire, du lycée, qui forme aussi les directions, les formateurs d'enseignants. Chaque année, cette institution délivre énormément de titres d'enseignement, mais on est aussi, grâce au système de Swiss Universities, à la croisée de beaucoup de projets de recherche. Alors je ne vais pas m'étendre sur tous ces projets de recherche parce qu'on m'a fait comprendre aussi qu'il y avait peu de temps et moi je vais vous présenter ce qu'on fait.
Alors la première chose, c'est vous présenter l'unité d'enseignement et de recherche dont je fais partie, qui s'appelle l'unité de sciences humaines et sociales, dans laquelle on est spécialiste de didactique de l'histoire, de la géographie, de l'éducation à la citoyenneté, de la philosophie, de la psychologie, etc. Pour ma part, je suis didacticienne de l'histoire, c'est on va dire mon terrain de prédilection, et de l'éducation à la citoyenneté. J'avais proposé 2 communications, je vous expliquerai et vous comprendrez assez vite pourquoi. J'ai choisi et privilégié celle qui parle de l'oralité parce que je pense que c'est un levier d'apprentissage intéressant. Alors sur cette dia, vous voyez la couverture d'un tout nouvel ouvrage qui a été inauguré juste début décembre, qui est toute une collection des recherches actuellement en cours dans notre UER, qui a été destinée au départ à la retraite de notre responsable, formé dans un monde en crise. La personne qui adule ce responsable s'appelle Philippe Ertig. C'est évidemment Edgar Morin qui a développé plein d'éléments autour de la pensée complexe. Alors qui je suis? Je suis plein de choses en dehors de la HEP. J'ai enseigné pendant plus de 25 ans sur le terrain, particulièrement au collège. L'histoire, vous vous en doutez, mais également le français, la géographie, parce qu'un peu comme en France, les directeurs pensent que quand on enseigne l'histoire, forcément on sait enseigner la géographie. J'ai eu énormément de plaisir et depuis plus de 10 ans, je suis maintenant donc responsable de former des enseignants. Alors mon bac actuel privilégié, c'est vraiment l'enseignement de l'histoire pour les tout petits, hein, parce qu'on a l'impression qu'avant tel âge, un élève n'est pas capable de réfléchir en histoire, ce qui, à mon sens, est une erreur. À côté de ça, je préside aussi la coordination des didactiques de l'histoire suisse, la CODIS, et je suis aussi présidente de l'association, on va dire un peu plus locale. Vous avez peut-être compris, la Suisse est un pays à la fois multiculturel, mais surtout multilinguistique. Et en Suisse, pour pouvoir travailler ensemble, il va falloir travailler avec des langues différentes. Et moi, je préside actuellement le groupe de didactique de l'histoire de la Suisse romande, c'est-à-dire on parle français, et de la Suisse italienne. Dans cette perspective, on a une publication qui est une publication soutenue par l'Académie suisse des sciences humaines et sociales, qui s'appelle Didactica Historica et qui traite de différents thèmes. Vous en avez quelques-uns ici. Le premier, parce qu'en 2018, on a organisé à la HEP Vaud, en collaboration avec d'autres institutions, les journées internationales pour l'enseignement de la Shoah, 27 pays, des gens qui venaient de très loin. Un numéro qui concerne l'altérité, on en a parlé ce matin, l'histoire environnementale. Notre UR a 2 laboratoires, dont un qui s'intéresse énormément à la durabilité. Et le tout dernier qui est sorti l'année passée, Les femmes font l'histoire, sont actuellement en finalisation un dossier autour de l'histoire des techniques. Et le prochain portera sur les âges de la vie et des crises que cela peut induire. Alors, si je vais vous parler de quelque chose qui évoque l'histoire, une page un peu sombre, l'histoire particulièrement de la Shoah et de son enseignement à l'école, vous aurez deviné que je suis historienne. J'ai une formation double, à la fois en histoire ancienne, c'était mes premières amours, l'Antiquité romaine particulièrement, la numismatique, et puis en histoire contemporaine. Donc ce que je vais déployer cet après-midi, c'est quels sont vraiment les enjeux théoriques et pratiques de ce que l'on met sous l'étiquette d'histoire orale, puis ensuite je vous présenterai finalement un matériel que nous avons initié, créé, élaboré pendant plus de 4 ans, c'est-à-dire une application numérique qui permet de médiatiser le travail entre un élève et l'histoire de la Shoah. Et puis, si on a le temps, parce que ici il faut aller vite, j'aimerais aussi vous montrer les potentialités de l'histoire orale dans l'enseignement à l'école. Alors, parler d'oralité, pendant longtemps c'est mis un petit peu en hors-champ de l'intérêt des historiens et des historiennes, puisque ça relève plutôt de ce qui pourrait être mis en avant par des ethnologues. Hein, les historiens et les historiennes du passé s'intéressent à la source, particulièrement aux documents écrits, aux documents officiels. Et puis à partir du tournant des années 60, va naître un courant aux États-Unis autour de l'intérêt d'aller chercher l'histoire de tout le monde, l'histoire d'en bas. C'est un nouveau courant historiographique.
Et c'est tout ce qu'on pourrait mettre sous l'étiquette d'histoire orale. Et ça va surtout permettre d'accéder à des thématiques auxquelles on ne pensait peut-être pas avant, hein, dans les, je dirais, les sources plus standards, textuelles ou autres, archivistiques, tout ce qui est laissé en hors-champ, c'est-à-dire ça permet d'élargir finalement la connaissance du passé à l'ensemble de l'expérience humaine en donnant la voix à tous et tous les protagonistes de l'histoire. Alors comment est-ce qu'on peut la définir? Une petite définition très succincte donnée par Wallenborg en 2006. Quand on parle d'histoire orale, on parle à la fois de la récolte et du traitement de la parole des gens. C'est-à-dire que la production et l'interprétation des témoignages oraux consiste à faire toute une élaboration intellectuelle autour de quelque chose d'un peu particulier. Donc l'historien ou l'historienne devient à la fois l'artisan de sa propre archive et il génère aussi donc son matériau d'analyse. Et ça permet à ce moment-là, on va dire, deux grands changements importants. D'abord, on peut faire l'histoire d'en bas, des petites gens, des petites choses, du quotidien, hein, des groupes sociaux qui sont parfois ignorés dans la grande histoire. Et puis, ça donne aussi un accès à des collections d'archives foisonnantes. Par exemple, c'est forcément l'exemple que je donnerai, l'archivage systématique de témoignages oraux qui ont été récoltés à partir des années 80, entre autres par la fondation initiée par Spielberg, le réalisateur, suite à son film qui avait suscité beaucoup d'émotions, La liste de Schindler. Alors, il y a quand même un point d'attention à avoir, ce type de source, ça doit évidemment être passé aussi au crible des exigences de la critique historique, puisque il subsiste quelque chose, une dimension particulière, celle d'une forme de double subjectivité, à la fois celle de l'enquêté, mais aussi de l'enquêteur. Alors, pour le faire court, c'est important aussi en histoire, on parle beaucoup de la distinction à réaliser entre l'histoire et la mémoire, puisque les deux procèdent finalement du même intérêt, un intérêt pour le passé, la mémoire étant ce qui a saisi le passé et qui est plutôt dans l'émotionnel, hein, et puis l'histoire qui est vraiment la discipline scientifique qui va analyser les effets de la mémorialisation. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut se dire, oui mais finalement c'est quelque chose de réfléchi depuis longtemps. Eh bien, il y a de grands projets qui sont réalisés particulièrement, alors je vais citer un chercheur que j'apprécie énormément parce qu'il a regroupé avec d'autres collègues toute une réflexion autour des memory studies, hein, des études autour de la mémoire, c'est Denis Peschanski qui a déployé toute une ingénierie de recherche parce que leur postulat à ces gens qui initient quelque chose d'un peu nouveau, c'est de dire qu'on ne peut pas séparer la psyché du social, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer et travailler autour de la mémoire des gens, ce que l'on garde en mémoire dans les sociétés, sans s'intéresser aussi à toutes les mécaniques, on va dire, plus biologiques de cette mémoire, et ils sont dans des grands chantiers, entre autres actuellement autour des attentats de Paris ou de 2015 ou de, puisque les termes changent à travers le temps. Alors, vous aurez quelquefois quelques personnalités qui ont vraiment balisé mon intérêt. Alors actuellement, je mène une recherche et j'en fais même mon travail de thèse parce qu'à mon grand âge, on peut toujours recommencer à étudier, c'est toujours intéressant. Autour de la collection de ce que l'on va travailler dans l'application numérique que je vais vous présenter. Comment les enseignants vont s'emparer de ce nouveau média? Qu'est-ce que ça va donner? Grandes figures que je convoque ici parce qu'elles font partie de beaucoup d'émotionnel. Vous imaginez, quand on travaille sur l'histoire de la Shoah, on est forcément confronté à une page de l'histoire un peu particulière, sombre et douloureuse. Et puis, il y a quelques figures qui ont des mots très forts. Vous connaissez peut-être ou pas Etty Hillesum, qui est une femme d'origine néerlandaise qui a disparu aussi dans les affres de la Shoah et qui écrivait ceci dans son journal intime. Je voudrais vivre longtemps pour être un jour en mesure de l'expliquer, mais si cela ne m'est pas donné, eh bien un autre le fera à ma place. Un autre reprendra le fil de ma vie, là où il se sera rompu. Et c'est pourquoi je dois vivre cette vie jusqu'à mon dernier souffle, avec toute la conscience et la conviction possible
de sorte que mon successeur n'ait pas à recommencer à zéro et rencontre moins de difficultés. N'est-ce pas une manière de travailler pour la postérité? C'est un projet novateur. Dans la littérature, on trouve énormément d'informations autour des difficultés contextuelles pour enseigner la Shoah, qui soulèvent parfois des crises en classe, mais travailler avec le numérique, ça engage à réfléchir à de nouveaux enjeux qui sont à la fois didactiques, épistémologiques et pédagogiques. Alors, le biais de tout le travail que les élèves ont réalisé dans cette rencontre virtuelle médiatisée par cette application se fait par le biais de témoignages oraux, et vous allez voir comment. L'idée, c'est non pas de travailler avec des choses mortifères. Alors là, je vais passer un petit peu sur les enjeux liés à la journée de la mémoire, parce que c'est peut-être moins intéressant, mais je vais vous présenter surtout peut-être ceci. Pourquoi on a choisi de faire travailler les élèves? D'abord parce que ça fait en partie des programmes, normalement. En Suisse, on n'a pas une programmatique qui ressemble beaucoup à celle de la France, avec des balises comme ça jalonnées au long de la scolarité. On a un plan d'études dans lequel on va chercher finalement à développer des compétences, particulièrement en histoire. Et donc les enseignants et les enseignantes sont libres ou non d'utiliser et de travailler autour de la Shoah. Alors pourquoi la Shoah? Parce que la Shoah est dotée d'une fonction paradigmatique. Cet assassinat massif de millions de personnes en fonction de leur appartenance, de leur origine, voire de leur religion, a conduit finalement à une définition de plus en plus stable de ce que l'on entend par crime contre l'humanité, voire génocide. C'est aussi quelque part la faillite des États démocratiques au tournant du milieu du XXe, mais ça va quand même aussi donner lieu à la naissance de toute une justice internationale et aussi, rappelons-le, à la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée dès 1948. Alors comment est-ce qu'on peut enseigner la Shoah? Il y a toute une série de recommandations qui sont données par, entre autres, l'IHRA et puis l'UNESCO et le Conseil de l'Europe. La Suisse a intégré ces programmes, mais on peut mettre en avant un certain nombre de choses. Je vais vous montrer l'essentiel, selon moi, c'est de travailler avec un triangle qui articule le pôle des trois types de protagonistes présents dans cette histoire, pour ne pas faire une centration uniquement sur les victimes et en faire une histoire, je dirais, un petit peu douloureuse uniquement, mais pour donner du sens aux élèves, il faut aussi comprendre le pôle des autres acteurs, les perpétrateurs, quel que soit leur degré de perpétration, c'est-à-dire de celui qui signe un document à celui qui exécute les basses œuvres. Raoul Hilberg parlait de bourreau, nous on préfère le terme perpétrateur, même si c'est pas très français, dans le sens où ça montre justement la diversité de ces acteurs-là. Et les bystanders, là aussi on n'a pas encore trouvé un terme plus élégant, c'est ceux qui sont à côté. Ceux qui sont à côté, c'est-à-dire celui ou celle qui ne fait rien du tout face à des crimes ou à des situations de danger qui impliquent d'autres êtres humains, voire à ceux qui s'impliquent le plus, c'est-à-dire qui vont aider, qui vont sauver, par exemple, les justes. Et c'est dans ce triangle, en faisant réfléchir les élèves, qu'on peut amener la réflexion un peu plus loin. Particulièrement, ce qui intéressait mes élèves, c'était la posture des bystanders, que nous sommes aussi. Ce qui est important, c'est de montrer que derrière toute cette histoire, on parle non pas de chiffres qui sont incommensurables et difficiles même pour nous adultes à prendre en mesure, mais on parle d'êtres humains. Le but, c'est de les faire sortir de leur, on va dire, anonymat. Alors, je commence toujours mes présentations en rendant hommage à un de nos témoins qui malheureusement est décédé. Paul Schaffer a été déporté à Auschwitz. Il en est revenu avec beaucoup de choses à raconter. C'était un des compagnons d'infortune de Simone Weil qu'il a rencontré à Auschwitz et dont elle parle aussi dans ses mémoires. Alors, l'application, un projet vaste qui est d'abord vu le jour en terre germanophone. C'est un partenariat entre la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. L'application s'appelle Fliehen vor dem Holocaust, meine Begegnung mit Geflüchteten, ce qui veut dire fuir la Shoah, ma rencontre avec des témoins. Nous avons été amenés à développer son volet francophone et pour ce faire,
le but donc, de cette application, c'est déjà d'être utilisable sur n'importe quel type de support numérique. Donc on peut l'utiliser à la fois sur un ordinateur, sur une tablette, quel que soit son design et puis sa marque, mais aussi sur un smartphone, puisque l'usage du smartphone, on parlait ce matin, hein, ça peut être envisagé pour des fins pédagogiques. Le téléchargement se fait simplement via les lieux d'achat, pour ne pas dire les stores, App Store et Google Play, gratuitement. Elle est à disposition dans le monde entier. Et puis, il y a un site, alors si ça intéresse des gens, ce site accompagne tout le travail, c'est-à-dire que si vous voulez avoir le guide didactique pour savoir comment travailler avec en classe, vous avez accès au site que vous voyez ici, avec des compléments d'informations, par exemple des interviews complètes des témoins qu'on a filmés nous-mêmes, puisque dans l'application, vous verrez que c'est designé de manière très rapide. Donc 5 témoins, des hommes, des femmes, qui étaient enfants, les plus jeunes avaient à peu près entre 7 et 8 ans, et les plus âgés aux alentours de 17-18 ans, qui ont pu survivre à la Shoah. Des témoignages qui durent 20-25 minutes, que l'élève écoute en fonction de son choix, et puis des informations plus générales, des éléments de biographie, de la chronologie, des cartes, et chaque témoignage est découpé en 4 thèmes, organisés chronologiquement en fonction des événements. Alors, si on va dedans, je vous présente brièvement André Panzer, Rachel Gédinac, Eva Koranic, Paul Schaffer, dont je vous ai parlé, et Jeanne Zinenberg. Chaque élève, quand il arrive sur l'application, je fais ce que je peux, mais si je ne peux pas aller jusqu'au bout, c'est dommage, a juste une petite étiquette. Vous voyez qu'on le voit enfant et on le voit dans le présent, hein, pour que l'élève se rende compte que quand on parle d'être enfant à l'époque, aujourd'hui on ne l'est plus. Et puis un tout petit pitch qui permet aussi d'orienter le choix, puisque au moment où l'élève travaille dans cette application, il réalise sa propre rencontre, donc son propre choix. Et puis en rentrant dans l'écran d'accueil, on a diverses choses. Alors malheureusement, je n'ai pas pu le mettre, mais s'il y a des personnes que ça intéresse, il y a le teaser de l'app où vous pouvez faire cette première rencontre, c'est-à-dire qu'il y a un petit film qui dure 2 minutes 30, donc c'était trop long pour la présentation, je ne vous le montrerai pas ici, mais qui permet aussi à l'élève d'avoir déjà la voix de son témoin et de le choisir. Une fois qu'on a choisi son témoin, à ce moment-là, va apparaître toute une série de démarches. Alors, la première chose, c'est écouter le témoignage. Et puis ensuite, l'élève va faire, sur 4 thèmes proposés pour chaque témoin, il va en choisir 2. Et puis, il va répondre à une série de questions au fur et à mesure de ses découvertes. Par exemple, la première chose, c'est après avoir lu la biographie, avoir eu une carte du parcours de son témoin, un petit exercice de chronologie où l'élève doit glisser un certain nombre d'éléments de la vie personnelle de son témoin sur la grande ligne du temps et de l'histoire générale. Et puis ensuite, dans chaque thème, les élèves vont choisir, sur les 2 thèmes sur 4, ils vont choisir encore 2 documents parmi 4 ou 5. Et puis là, il y a différentes modalités de questionnement. On n'a jamais voulu un questionnement vrai-faux de type QCM. C'est un questionnement intelligent où l'élève se positionne, donne son avis, fait parfois des choix aussi pour comprendre comment s'est déroulé le parcours de son témoin. Ça peut être la rédaction de texte, un QCM, ou mener l'enquête. Au fur et à mesure de son travail dans l'application, un PDF est généré. Et ça, c'est important, ça veut dire qu'il y a une trace qui est conservée de l'élaboration du travail de l'élève, que vous voyez ici défiler. Et ensuite, ce PDF, évidemment, peut être envoyé à l'enseignant ou l'enseignante, puisque cette première rencontre intrapersonnelle n'est qu'une rencontre partielle, et ça nécessite une deuxième phase de travail avec l'ensemble des élèves. Pour quelle raison ? Puisque une fois qu'on a découvert l'histoire de son témoin, vous voyez la collection de sources qu'on trouve dans l'application, le but c'est de corroborer la parole du témoin avec d'autres types de sources, comme ce qui se fait en histoire. Ça donne un aspect multidimensionnel qui est découpé en fonction d'un certain nombre de grands thèmes, la vie d'avant, le point de rupture, qu'est-ce qui amène, ou les points de rupture, qu'est-ce qui amène la vie des gens à basculer,
vivre la peur au ventre, survivre au danger, retour à une vie sans danger et la vie d'après. Et en mettant en fait toutes les informations collectées individuellement ensemble, ça permet aux élèves de se rendre compte qu'en fait l'histoire de la Shoah est une perspective multidimensionnelle, même si malheureusement certains aspects ne peuvent pas être référés par les témoins parce qu'il y a certaines pages de la Shoah qui ne sont pas référables puisqu'il n'y a pas eu de survivants. Dans le matériel didactique et pédagogique, on a à disposition par exemple des cartes animées comme celle-ci qui montrent en fait aussi l'étendue, vous voyez le temps qui défile avec le parcours que font les gens et la dimension géographique que prend ces divers parcours. Le plus grand, le plus impressionnant étant celui de Paul Schaffer, puisque malheureusement il est déporté. Alors je terminerai avec ça, parce que j'essaie d'aller vite et qu'on m'a déjà dit qu'il restait 2 minutes et je pense que je les ai dépassées. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'histoire orale? C'est peut-être là où ça peut intéresser tout le monde. Comme je vous ai dit, on peut documenter des éléments du quotidien. Alors qu'est-ce qu'on fait avec des tout-petits? Dans nos pistes didactiques et pédagogiques, ce qu'on propose à des élèves vraiment de... Alors je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des CP, je pense, hein, vraiment les maternelles. On peut déployer la comparaison d'un passé très très proche, c'est-à-dire sur 2 générations, celle des parents et des grands-parents, et de comment c'était avant. Alors par exemple, comment je jouais avant, hein, est-ce que mes parents avaient les mêmes jeux et jouaient que moi? Est-ce que aller à l'école, ça ressemblait, etc. Et comment est-ce qu'on peut référer ça? On peut interviewer, on peut poser des questions à ses proches et avoir une idée. Une chose que le témoin apporte, que les autres types de sources n'apportent pas, c'est l'émotion, c'est le rapport à l'objet du passé qui est particulier. Et puis on peut aussi documenter un lieu, un espace. Finalement, si on se demandait comment c'était la Fastnef il y a 60 ans, on pourrait aller poser la question à des témoins qui ont vécu ce lieu, qui l'ont expérimenté, et puis voir les modifications et la manière de l'éprouver. Et puis ce qui est d'assez passionnant, c'est que pour une fois, l'élève est producteur ou productrice de ses propres sources, et ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et ce qu'il y a derrière de sous-jacent par rapport au questionnement qu'on peut faire, particulièrement si on fait travailler les élèves par rapport à de l'environnement proche, c'est aussi évidemment ce lien intergénérationnel qu'on peut produire à travers ce type de questionnement. Alors, je vais m'arrêter là avec une autre citation, une ethnologue déportée aussi, Germaine Fillon. L'humanité se compose de 2 minuscules minorités, celle des brutes féroces, des traîtres, des sadiques systématiques d'une part et de l'autre, celle des hommes de grand courage et de grand désintéressement qui mettent leur pouvoir, s'ils en ont, au service du bien. Entre ces 2 extrêmes, l'immense majorité d'entre nous est composée de gens ordinaires, inoffensifs en temps de paix et de prospérité, se révélant dangereux à la moindre crise. On en parlait tout à l'heure, je crois que ça a été évoqué assez souvent. Je pense que les sciences humaines et sociales sont un facteur aussi d'éducation à la citoyenneté. Je vous remercie. L'information, le traitement, le stockage et le fichage. Donc vous comprenez l'usage. C'est l'usage. Le fichage pour l'usage. Vous comprenez directement, plus explicite, le lien entre l'histoire, qui est une discipline qui va traiter dans les effets de la mémoire. C'était une suggestion. De cours, c'est-à-dire qu'à la maison, les élèves pourront regarder, ou alors l'application est utilisée en classe. Alors il y a plusieurs dispositifs proposés dans le guide didactique. Nous on aime bien parler de pistes pédagogiques possibles. Plus âgés, parce que c'est designé pour des jeunes de 14 à 16 ans, donc qui en principe arrivent en tout cas à se débrouiller déjà avec de l'outil numérique. Mais on pourrait imaginer un principe de classe inversée, c'est-à-dire des élèves qui travaillent d'abord chez eux ou chez elles, et puis qui ensuite viennent faire la 2e phase en classe. Le travail est prévu pour 90 minutes. Donc réalisable, en tout cas dans les programmatiques que nous on a chez nous, on a des heures de 45 minutes. C'est prévu pour être réalisé l'ensemble de la démarche sur ces 90 minutes. Donc moi je privilégierais plutôt le moment où les élèves écoutent et travaillent dans l'application en classe, ce qui a déjà été réalisé par des collègues. Alors ce qui est indispensable, c'est d'avoir des écouteurs, parce que écouter un témoin et 20, 30 ou 40 élèves, je ne sais pas, ça dépend de la taille des classes, c'est difficile.
mais ça ne pose aucun problème. Et il y a ce moment où, en tout cas ce qui est référé par nos collègues qui l'ont utilisé, ce moment où les élèves sont dans leur bulle, à écouter, être quelque part aussi dans une émotion qui leur appartient. Et puis ensuite le travail de mise en commun qui prend aussi à peu près 45 minutes. Il y a un recueil des données auprès des profs et des élèves qui les ont utilisés. Alors, c'est tout l'enjeu des recherches qui sont portées. Alors, dans la partie germanophone, les recherches portent aussi sur vraiment les usages des métadonnées de l'acte, c'est-à-dire combien de fois un élève va aller où et faire quoi, et combien d'élèves vont faire, par exemple, rien que le choix des témoins, est-ce que c'est tel et tel qui est privilégié par rapport à tel et tel et pour quelle raison. Moi, je m'intéresse exclusivement donc, à l'implémentation dans les classes, à voir en fait ce que les enseignants et les enseignantes vont mettre en amont comme sens ou pas, hein, parce qu'on pourrait utiliser l'application sans forcément avoir donné un cours sur l'histoire de la Shoah avant. Par contre, peut-être une contextualisation et avec quel type de document, et puis de voir en fait comment ça se passe, comment les gens vont se sentir à l'aise ou pas avec ce type de matériel. Mais ça, je viendrai vous en reparler dans quelques mois, années, quand j'aurai terminé cette récolte de données qui est en cours. Mais pour le moment, en tout cas, dans je dirais, des retours un peu informels, ça suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie, et puis aucune crainte par rapport au fait que ce soit du numérique et que les élèves soient en train de travailler tout seuls dans leur coin. Parce que nous, c'était un petit peu une des choses qu'on voyait arriver, c'est le reproche de « Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ?» Du moment où il y a un PDF qui est généré, quelque part, ça rassure aussi les enseignants et les enseignantes, parce qu'il y a trace du travail réalisé par les élèves, et cette trace est utilisée dans une seconde phase, hein, non pas dans un but de contrôle, mais vraiment de collection de données personnelles. Ça, belle présentation. Mais la question que je pose, quel outil, quelle stratégie pouvez-vous mettre en œuvre par rapport à cette interaction entre l'histoire et la mémoire, surtout pour des événements aussi chargés émotionnellement, historiquement, face à des mouvements de plus en plus puissants? J'ai vu, il y a certains collègues qui travaillent sur le rôle des réseaux sociaux, y compris même pour le génocide. On le sait, dans certains pays comme la France, il y a des acteurs sociaux qui sont allés jusqu'à nier l'existence de ces événements. Alors qu'il y a des faits, alors qu'il y a des documents, alors qu'il y a des écrits. Est-ce que la mémoire orale à laquelle vous vous intéressez n'est pas davantage fragilisée face à ces tentatives de révision, de réforme, de négation et d'invention d'une autre histoire, surtout face à des adolescents et à des enfants? Pendant longtemps, on a pensé que la parole qui allait apporter du sens, en l'occurrence, nous, dans le travail didactique, on privilégie à la fois le témoignage oral, parce que ça réfère à quelque chose de très personnel, d'individuel, d'un vécu particulier. Ça a des vertus citoyennes dans le sens où nos témoins viennent raconter aussi des messages qui sont porteurs d'espoir pour l'actualité, voire l'avenir, parler d'avenir et de futur, dans le sens où André Panzer, par exemple, raconte tous les petits gestes qui l'ont aidé à supporter son destin d'enfant déplacé et privé de sa famille pendant plus de 2 ans. De montrer à des jeunes du présent qu'on n'est pas obligé de faire des grandes choses, qu'on n'est pas des super héros ou héroïnes et qu'on peut réaliser quelque chose. Dans les potentialités didactiques, il y a le croisement des autres sources. Vous avez vu le nombre de documents. La parole du témoin est confrontée à d'autres types de sources, d'autres types d'archives qui viennent corroborer son récit et le mettre en perspective. Donc effectivement, on peut se poser beaucoup de questions. Une de mes collègues et amies vient de défendre sa thèse autour des théories du complot à l'école. J'espère qu'elle pourra bientôt produire un ouvrage là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant. Mais c'est pas parce qu'il y a des craintes qu'il ne faut pas le faire. Moi, j'avais moins envie de mettre en évidence ces aspects-là et plutôt l'aspect oralité. Mais c'est une source parmi d'autres sources. C'est une source importante qui apporte en tout cas aux élèves quelque chose que les autres sources ont plus de peine à amener, c'est l'émotion. En phase avec un modèle économique comme celui de l'investissement. Donc voilà, pour l'introduction, je suis allé voir le concept de développement soulevé par le président Truman, qui classe les pays africains
les pays du tiers-monde en pays développés, sous-développés, etc. Et que partant de cela, il y a eu des politiques de coopération et d'aide au développement pour aider l'Afrique à sortir de la pauvreté. Mais on a constaté que parmi ces pays, plusieurs de ces pays n'arrivent pas à atteindre des taux de scolarisation importants. Donc, d'où le link avec développement et scolarisation. Donc, c'est alors le début d'une nouvelle conquête axée sur les politiques éducatives pour essayer d'aider ces pays-là à se développer et financée par les principaux bailleurs qui étaient là pendant les périodes de programme d'ajustement, qui ne sont rien d'autre que la FMI et la Banque mondiale et d'autres partenaires. Donc cette nouvelle conquête s'adosse sur une théorie qu'on appelle le capital humain. Donc là, on a l'impression que c'est une théorie qui est là pour relancer l'économie, c'est-à-dire axée sur les ressources humaines. Donc elle énonce que toute dépense pour la formation d'un individu augmente sa productivité et par conséquent ses revenus futurs. Donc le capital humain représente entre 2 tiers et 3 quarts du capital total, selon Stiglitz. Donc là, c'est la théorie du capital humain qui est parfaitement en phase avec l'idéologie néolibérale que l'éducatif en Afrique deviennent des facteurs de développement. Les politiques africaines deviennent des facteurs de développement, des leviers attracteurs d'investissement colossaux et promoteurs d'émergence. Donc, ils posent les jalons d'un nouveau système, voilà, et que là, fondé sur le concept du développement qui est petit à petit remplacé par émergence et qu'on retrouve dans nos politiques. Donc, cependant, cette transformation des politiques éducatives axées sur le capital humain rappelle le modèle économique néolibéral et peine à tenir ses promesses d'émergence, avec toujours une corrélation persistante entre dette, pauvreté et politique éducative. Donc, des questions se posent. Donc, on s'est demandé pourquoi la théorie du capital humain, est-ce qu'elle détermine l'orientation capitaliste des politiques éducatives, pourquoi cette prééminence économique dans les politiques africaines, pourquoi à côté de ces politiques il y a toujours la persistance de la dette, pourquoi le monopole de la Banque mondiale et des organisations financières, ce mécanisme de transformation des politiques éducatives fondé sur la théorie du capital humain ne vise-t-il pas la création d'un environnement favorable au marché global? Donc ces questions nous ramènent à une seule question: la transformation des politiques éducatives en Afrique, axée sur le capital humain, est-elle un prolongement de la logique capitaliste ou un levier d'émergence? Donc notre objectif est de démontrer que le mécanisme de transformation des politiques éducatives africaines sont en phase avec le modèle économique capitaliste. Donc l'ancrage théorique, donc nous avons constaté, parcouru certains auteurs et on a vu qu'ils ont justifié cet ancrage des organisations internationales dans les politiques éducatives. Certains le mettent en relation avec la délocalisation industrielle. Donc quand on délocalise les industries, il faut former de la main-d'œuvre, il faut former des gens aptes à diriger. Et d'autres comme Robertson constatent que dans l'éducation, dans les rapports de la Banque mondiale, l'éducation au service du développement est devenue un leitmotiv. Donc pour Étienne, nourrit un scepticisme par rapport à la pertinence économique des investissements sur les politiques éducative et ne pense pas que c'est un sésame censé ouvrir la voie du développement. Pour illustrer son propos, il donne l'exemple des Philippines, 65% de taux de scolarisation en 1946 et 95 aujourd'hui et sans performance économique
social spectaculaire. Donc l'ange l'inscrit dans le prolongement du capitalisme impérialiste et au nom d'un nouvel ordre mondial. Donc, toujours, là aussi pour préciser les quelques concepts, certains auteurs aussi définissent le capital humain comme l'ensemble des compétences et l'expérience accumulée qui ont pour effet de rendre les salariés plus productifs. Bon, Becker, qui est le champ de la théorie du capital, bon, lui, les activités qui influencent le revenu ou le gain monétaire et psychique en augmentent les ressources des personnes. Ces activités sont appelées des investissements dans le capital humain. Ces investissements peuvent prendre plusieurs formes, incluant scolarisation, formation en milieu du travail, santé. Donc là aussi, d'autres éclairages conceptuels, l'économie du savoir, pour faire vite, le néolibéralisme. Donc, méthodologie, les transformations des politiques éducatives, ça c'est une autre hypothèse, est un prolongement de l'idéologie capitaliste dans sa lettre et son esprit. Donc, pour démontrer cette hypothèse, nous nous fondons sur les politiques éducatives de l'Afrique subsaharienne, précisément celles de l'Afrique de l'Ouest et particulièrement du Sénégal de 90. Ça, c'est le cas de 90 aux années 2000. Donc, notre corpus est constitué de documents officiels, loi d'orientation, rapports, FMI, OCDE, UNESCO, et des documents de l'EPT, du Forum de Dakar, etc. Donc, d'autres sources, littérature universitaire, économie de l'éducation, dans les domaines de l'économie de l'éducation et de la sociologie politique. Donc, méthodologie toujours, nous utilisons l'analyse du discours, du documentaire qui nous semble plus approprié par rapport à notre objectif. Donc, parce que nous permet de répondre de manière plus spécifique. Voilà. Donc, notre mode d'analyse suit à dessein, comme je l'ai dit, le modèle économique en termes d'investissement, de conditionnalité et de rentabilité devant l'action des bailleurs. Sur la piste éclairée de l'ange aussi, voilà, qui considère comme un prolongement du capitalisme, nous empruntons nous aussi cette lancée pour en donner beaucoup plus pour faire le constat en tout cas. Ainsi, nous ferons observer dans un premier temps, voilà, on passe aux résultats. Donc pour les résultats, nous observons que les politiques d'investissement dans le capital humain sont menées par des organisations internationales suivant un cadre international que nous connaissons tous. Bon, c'est des grandes conférences internationales dans un premier temps, et qu'il y a un agenda international des politiques éducatives en Afrique avec des objectifs bien définis. Et après, la mise en œuvre est assurée par l'interventionnisme de divers bailleurs au fond qui déterminent, divers bailleurs de fonds qui déterminent les orientations et les grands programmes qu'ils impulsent au rythme de la mondialisation. Donc, nous avons aussi pu constater que deux principales organisations internationales qui sont de puissants agents de coordination des politiques éducatives mettent en œuvre cette politique d'investissement sur le capital humain. Donc il y a des politiques, il y a un cadre et après il y a une politique d'investissement. Donc l'ONU, qu'on peut voir que dont les orientations sont beaucoup plus humanistes et qui toutefois vers les années 2000 rejoint une orientation beaucoup plus capitaliste. Mais surtout les institutions de Bretton Woods, qui ont une vision clairement néolibérale de l'éducation. Cela est d'autant plus vrai qu'elles espèrent
en effet un retour d'investissement sur leur intervention dans les politiques éducatives. Donc il est normal qu'elles envisagent prioritairement leurs actions comme investissement et qu'elles l'évaluent en ces termes. Donc là, c'est des tableaux par rapport aux objectifs, etc. Les principaux bailleurs, je les ai présentés, hein, la Banque mondiale et la FMI. Donc, ici, on en vient aux conditionnalités. Donc, les conditionnalités pour un nouveau management des politiques publiques inspirées de la documentation et de l'expertise des bailleurs, afin que les politiques éducatives à mener le soient plus efficacement. Donc, il y a un certain nombre de conditionnalités. Donc, dans les années 90, c'était des programmes d'ajustement structurel. Maintenant, dans les années 96 aussi, il y a l'initiative Pays pauvres très entêtés. C'est en fait des sortes de conditions pour encourager les pays concernés à effectuer des politiques sociales en contrepartie de l'allègement de la dette. Il y a aussi les initiatives pour les pays pauvres très endettés en 97, se conformer à un modèle. C'est souvent le modèle du bailleur pour voir, pour prétendre à un allègement de la dette. Donc il y en a d'autres. Hein. Ici, il y a l'initiative Fast Track, lancée par la Banque mondiale en 2022, qui permet aux pays de bénéficier rapidement de l'allègement de la dette et de nouveaux financements s'ils présentent des politiques éducatives crédibles basées sur les orientations et un cadrage des organisations internationales, par exemple rédaction de rapports. Donc il y a aussi l'application de plans sur presque toutes les politiques éducatives, de plans de programmes, quinquennales, décennales, etc. Donc la rentabilité, oui, merci. Et le bilan est mitigé parce qu'en matière de politique éducative, donc, il y a des avancées en termes de taux de scolarisation, mais ce que nous disent que ça peut nous sortir du sous-développement, là, les résultats sont encore vraiment mitigés. Il y a toujours la persistance de la dette et de la pauvreté, malgré quelques taux de scolarisation réalisés par-ci et par-là. Donc, il y a aussi des indicateurs sur le modèle de gestion, des indicateurs qui nous permettent de mesurer des taux de rendement, voilà. Des indicateurs installés comme une comptabilité du savoir. Donc c'est en fait des méthodes de gestion qu'il faut faire valoir au niveau de ces pays. Il y a aussi l'indice de développement qui est un autre indicateur aussi. En termes de dépenses aussi, il y a beaucoup d'indicateurs. Donc très rapidement, des outils de pilotage capitaliste aussi, application du nouveau management public, donc il légitime des réformes des politiques publiques, la décentralisation, la subsidiarité, la flexibilité, l'accent sur la performance, le contrôle des résultats, l'imputabilité, tout ça c'est des outils de pilotage capitaliste. Donc tout ça appliqué aussi à l'éducation nourrit bon nombre de pays membres des politiques favorables au développement, de l'évaluation du système. Donc le mécanisme de réduction des comptes aussi. Donc bénéficier de la diffusion d'expertise mondiale par le biais des bailleurs s'érige comme donneur de leçons. Donc le benchmarking, la comparaison internationale aussi se retrouve dans nos politiques éducatives. Donc il y a cette façon qui incite à développer des moyens de l'entreprise au niveau de l'éducation. Il y a aussi la soumission.
la soumission aux normes, je vais terminer par ça, la soumission aux normes du marché, la concurrence, la productivité, la rentabilité contrôlée par les comparaisons internationales et des évaluations qui aboutissent à des classements suivant les normes. Tout ça, c'est des méthodes de l'entreprise qui sont là et qui gouvernent actuellement les systèmes éducatifs. Donc, copiés et inspirés au niveau des bailleurs. Voilà. Contrainte de temps, je vous remercie de votre attention. Capitalisation des politiques éducatives à l'Afrique dans le cadre de la mondialisation. Je m'amène à poser la question comment a-t-il opérationnalisé la capitalisation des politiques éducatives? Comment vous avez opérationnalisé? Quelle approche avez-vous adoptée? Je ne vois pas l'approche comparative. Mais, comme une suggestion, par exemple, si je proposerais de formuler ainsi capitalisation des politiques éducatives et développement des pays africains à l'aide de la mondialisation. Là, on verra les deux variables qu'on pourrait donc manipuler. Donc, sinon, je pose deux questions. Comment avez-vous opérationnalisé la capitalisation des politiques éducatives? Quelle approche avez-vous adoptée dans le cadre de cette étude? Vraiment, avoir beaucoup de documentation, surtout par rapport aux politiques qui se font ici en Afrique. Et nous, ce que nous avons fait, nous avons pris une documentation institutionnelle, la documentation aussi au niveau des grandes organisations, je l'ai dit, et on a fait une lecture pour en faire une analyse documentaire. Et dans cette analyse, il est ressorti que c'est des politiques qui sont inspirées d'en haut, dans le cadre de grandes conférences, et qui sont mises en œuvre comme s'il s'agissait, voilà, parce que c'est mis en œuvre par des banques, en fait. C'est pourquoi nous avons pris dans notre plan le type vraiment capitaliste d'investissement, de conditionnalité et de rentabilité. Le cas de la France ou bien la Suisse ou bien le Canada, ces pays ont capitalisé leur politique éducative et ça a eu un tel impact positif et significatif. Contrairement en Afrique subsaharienne, c'est que l'Afrique, c'est l'Afrique du Nord ou bien l'Afrique noire subsaharienne, il faut être spécifique. Et voilà donc les manquements. Si on parvenait à capitaliser les politiques éducatives venant du pays du Nord, ça contribuerait aussi au développement de l'Afrique peut-être subsaharienne. Donc l'approche comparative pourrait donc être importante dans le cadre de votre travail. Pour beaucoup de personnes, c'est capitaliser un certain nombre d'expériences. Comme capitalisation, à l'heure du LMD, on en parle. Mais moi, je le prends en termes économiques, c'est-à-dire un système d'investissement pour des intérêts en retour. Je ne sais pas s'il y a un économiste ici, mais il s'agit d'investir pour en retour avoir gagner des intérêts. Investir pour gagner des intérêts. C'est ça, c'est pourquoi dès le début, j'avais tenu à préciser capitalisation, parce que dans la plupart des cas, les gens comme capitaliser des expériences et essayer de progresser. Moi, je dis que c'est un investissement, comme si vous allez à la banque pour investir un capital initial et avoir encore des intérêts là-dessus. Moi, je dis que les organisations internationales, après avoir peut-être dans la coopération, dans l'aide internationale, attaqué la pauvreté, n'ont pas pu s'en sortir. Ils ont saisi maintenant les politiques éducatives pour essayer d'investir là-bas au nom du capital humain. Comme nous avons la chance d'être la participation, et que nous puissions poursuivre les échanges entre la presse on est là pour cela. Donc, merci à Karine Buard, chercheuse à INSEA France. Elle est là.
Elle est absente, n'est-ce pas, Babacar? Elle est là, mais puisqu'elle n'est pas encore là, c'est Amadou qui devait passer en deuxième. Voilà. Le deuxième présentera en premier. Voilà, donc le deuxième communicant, c'est Amadou Yorognan, ici présent. Bop et Seynabou Diop, UGB, Saint-Louis du Sénégal. Quatrième et dernier communicant, Pape Wali Ndiaye. Lui aussi, il n'est pas encore là. Il est là. Voilà. Donc, comme l'a dit Babacar tout à l'heure, nous allons suivre l'ordre selon les présents. Donc, pour l'instant, puisque le premier sur la liste, c'est Amadou Yorognan, c'est lui qui va nous présenter sa communication. Je rappelle que chaque communication devra durer 10 à 15 minutes maximum, on a dit 10 minutes d'ailleurs. Et si je suis tolérant, si nous sommes tolérants, nous allons accepter jusqu'à 15 minutes maximum. Ensuite, maintenant, il y aura des questions-réponses en 10 minutes aussi. Le tout devra nous faire 20 minutes au total. En termes d'autonomie et de développement professionnel des enseignants. Alors, le plan de ma communication est le suivant. D'abord, en premier lieu, je vais aborder la problématique. 2. Les axes théoriques. 3. Les hypothèses de recherche. Et 4. La démarche méthodologique. 5. Les résultats. Et 6, bien entendu, les perspectives de recherche. Alors, en ce qui concerne la problématique, notre question de recherche, c'est de voir comment la réflexivité pédagogique peut-elle servir de moyen pour former des enseignants autonomes, prenant en charge leur propre développement professionnel. Donc c'est ça en réalité notre problématique. Comment vraiment la réflexivité pédagogique peut servir de moyen pour former des enseignants autonomes qui prennent en charge leur propre développement professionnel. Et pour cela, je me suis fixé en réalité 3 objectifs. Le premier, c'est de caractériser les différentes postures réflexives qui peuvent impacter bien évidemment positivement dans la pratique des maîtres. Le deuxième objectif, c'est de voir, bien entendu, si l'utilisation du paradigme du praticien réflexif peut effectivement favoriser l'autonomie et le développement professionnel. Et enfin, le troisième objectif, c'est de voir des perspectives de recherche pouvant évidemment conduire à l'optimisation de ce paradigme en formation continue des maîtres. J'ai pris pour option de définir en réalité 4 concepts. Le praticien réflexif, l'auto-évaluation, l'autonomie et le développement professionnel. En ce qui concerne le praticien réflexif, quand est-ce qu'on dit qu'un enseignant est véritablement praticien réflexif? Eh bien, il est praticien réflexif quand, dans sa tentative de résolution d'une situation pédagogique, il analyse l'effet de ses propres actions, il les modifie, il modifie cet effet, et ensuite il accomplit de nouvelles actions. Donc il y a 3 niveaux. D'abord, cette capacité à analyser l'effet de ses actions, de ses propres actions. Ensuite, cette capacité à les modifier, à modifier cet effet. Et enfin, cette projection dans de nouvelles actions. Et ça, c'est une référence à Sean. Sean qui a, bien entendu, développé la théorie du praticien réflexif. Et pour ce qui concerne l'auto-évaluation, nous nous sommes référés à Dem, qui, cette auto-évaluation porte sur 2 paliers. Le premier, c'est que l'auto-évaluation porte d'abord sur un jugement critique et personnel de sa propre pratique. Et le deuxième palier, c'est une prise de décision
renforçant véritablement les actions futures. On a toujours l'habitude de dire d'ailleurs que l'évaluation, c'est juger de la valeur de quelque chose en vue de prendre une décision. Ça veut dire que dans une évaluation, si on ne prend pas une décision, on rate la finalité de l'évaluation. Parce qu'une évaluation, c'est toujours dans le but de prendre une décision. Mais ici, cette évaluation, elle est personnelle. Parce que c'est une auto-évaluation. Mais qui respecte toujours les deux paliers. Ensuite, nous avons également l'autonomie. Ici, l'autonomie renvoie à cette capacité de l'enseignant à personnaliser son action, sa pensée, et à se détacher au modèle auquel il n'adhère pas forcément. Parce que vous savez, dans notre système, souvent, on impose aux enseignants des méthodes, des techniques. Et alors que l'enseignant, normalement, comme on l'appelle maître, il doit être autonome. Il doit être autonome dans sa capacité à personnaliser ses actions, mais aussi dans sa capacité à réfléchir et à se détacher des modèles auxquels il n'adhère pas, pour ne pas être, comme le disait Stigler, pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la prolétarisation des enseignants. Comme si ils étaient des ouvriers qui étaient là soumis à des tâches parcellaires accomplies au sein d'entreprises gigantesques. Donc, ça c'est l'autonomie. Ensuite, il y a le développement professionnel qui repose, ce développement professionnel repose sur cette réflexion critique encore qui revient, une évaluation personnelle, c'est-à-dire cette auto-évaluation qui revient encore, sa pratique, et la mise en place de stratégies de recherche efficaces. C'est-à-dire, un praticien, le développement professionnel ne peut se faire que si l'enseignant s'inscrit dans une logique de recherche permanente, une mise en place de stratégies de recherche efficaces. Et c'est ça, en réalité, le développement professionnel. La première hypothèse, c'est que nous estimons que la réflexivité pédagogique permet évidemment une construction progressive et personnelle de la pratique enseignante. Et l'hypothèse 2, le paradigme du praticien réflexif, s'il est adopté délibérément par les maîtres, ça pourrait évidemment conduire à leur professionnalisation. Et l'hypothèse 3, c'est que la réflexivité pédagogique intégrée dans le dispositif de formation continue des maîtres au Sénégal pourrait constituer un véritable modèle d'autonomie et de développement professionnel. Alors, par rapport à notre méthodologie, nous avions une méthode mixte avec une approche quantitative et une approche qualitative. Et reposant sur deux groupes d'hypothèses. Les hypothèses qui sont relatives à la construction progressive et personnelle de la pratique, c'est-à-dire à l'autonomie, et les hypothèses qui sont relatives au développement professionnel du maître. Et à ce niveau-là, bien entendu, nous avons privilégié les questions ouvertes, parce que nous jugeons que les questions ouvertes permettent véritablement une certaine ouverture par rapport aux échanges. Et c'est en cela qu'il y a eu une quinzaine de questions ouvertes, une dizaine de questions ouvertes. Et à ce niveau-là, les questions fermées ne sont pas nombreuses. Et nous avons également utilisé le logiciel Sphinx et le logiciel Alceste pour nous permettre de bien traiter les données qui étaient donc soumises à notre réflexion. Alors, en ce qui concerne le recueil des données, nous avons identifié 3 types de données que nous avons cherché à recueillir par le biais d'instruments. D'abord, des enregistrements vidéo d'entretien entre l'inspecteur et le maître formateur, qu'on appelait également maître d'application. Ensuite, il y a également un texte réflexif, structuré, qui a été rédigé par les maîtres formateurs. Et enfin, il y a aussi des entrevues semi-dirigées, j'en ai parlé tout à l'heure, avec 15 maîtres formateurs et 3 inspecteurs. Donc ça, ce sont les types de données. Et pour le traitement, nous sommes référés à 4 phases de Van der Maren, que tout le monde connaît.
Et ces 4 phases, c'est d'abord la détermination des 4 catégories de l'étude. Et nous, ce que nous avons choisi comme étant les 4 catégories de l'étude, c'est l'implication, parce qu'on ne peut pas parler de réflexivité pédagogique sans parler d'implication. C'est l'implication, c'est l'autonomie, et l'autonomie d'action, l'autonomie de pensée, c'est également l'auto-évaluation, la capacité à se remettre en cause, à réfléchir de manière critique, et enfin le développement professionnel, évidemment. Donc ce sont ces 4 catégories que nous avons essayé d'étudier en profondeur à partir des données que nous avons recueillies avec les enregistrements vidéo, les textes réflexifs et les entrevues. Et alors, pour ça, il y a un classement du récit des maîtres issu du texte réflexif dans les 4 catégories. Le récit des maîtres issu du texte réflexif dans les 4 catégories. Le texte réflexif est là, donc le récit des maîtres. Ensuite, codification de segments représentatifs du matériel à partir des verbatims tirés des films vidéo. Les films vidéo d'enregistrement, inspecteur, maître, formateur, ça est là. Donc, et répartition, bien entendu, on les a classés dans les 4 catégories, selon la nature des verbatims que nous avons recueillis. Et ensuite, il y a le repérage et classement des passages significatifs provenant des entrevues avec les inspecteurs et les maîtres formateurs dans les 4 catégories. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons simplement recueilli les données et nous les avons réparties dans les 4 catégories que nous avons identifiées comme étant celles qui nous semblent être les plus pertinentes. Alors, il y a également les résultats. Donc, pour aller vite, puisqu'on ne dispose que d'une dizaine de minutes, l'apport de la réflexivité, c'est-à-dire que les résultats, j'ai essayé de les classer dans les apports de la réflexivité, dans la pratique des maîtres. Et nous avons vu que la réflexivité pédagogique développe la confiance en soi et le sens de l'innovation pédagogique. Et ça, c'est très important, parce qu'un enseignant doit avoir confiance en lui-même, en ses potentialités. Sinon, il ne peut pas être un bon enseignant. Donc, une construction progressive de la pratique, une réassurance personnelle et une prise en compte de nouvelles pistes à explorer, tout le temps. Alors, il y a également un deuxième apport, non moins important, qui est l'autonomie dans la pratique. Cette liberté-là de réflexion dans l'action, hors du feu de l'action, une remise en cause, en question permanente de sa propre pratique et cette faculté de jugement personnel. Et il y a également un autre apport, c'est sur l'amélioration de la gestion de la classe et de la gestion des matières. Et là, il y a une analyse de l'effet de sa pratique, la modification de l'effet et l'ajustement ou le réajustement permanent des pratiques ultérieures. Et en ce qui concerne l'émancipation professionnelle, c'est également un apport important. Ce matin, le professeur Philippe Mérieux a abordé la question de l'émancipation. Elle est essentielle dans, en fait, le développement professionnel d'un enseignant. Et alors, ça, l'émancipation est à trouver ici, en tout cas dans notre conception de ce travail. L'émancipation est à trouver dans les prises d'initiative et de décision. C'est ça. Quand l'enseignant est capable de prendre lui-même des initiatives et de ne pas se cantonner à ce qu'on lui donne, aux instructions qu'on lui donne, aux injonctions qu'on lui fait, on peut dire qu'il a le sens de l'initiative et des décisions. Et un accroissement également du pouvoir d'auto-évaluation, bien entendu. Parce qu'un enseignant doit également tout le temps s'auto-évaluer. Après, à la fin d'une leçon, il doit se poser la question, ai-je bien fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? C'est important. Donc, l'auto-évaluation de créativité et de pratique d'auto-formation tout au long de la vie. Tout au long de la vie. Alors, pour ce qui concerne les perspectives de recherche, voilà, pour ce qui concerne les perspectives de recherche, je pense qu'il faut que nous essayons de comprendre les enjeux de l'enseignant réflexif. Les enjeux de l'enseignant réflexif par la formation des inspecteurs de l'enseignement, notamment dans les théories de la formation expérientielle,
mais également de l'auto-formation. Il faut que nos enseignants soient formés dans en fait cette formation expérientielle et cette auto-formation. Comment il doit pouvoir s'auto-former? Parce qu'on ne peut pas être derrière un enseignant toute la vie. Un enseignant ne peut pas on ne peut pas continuer à chaque fois à mettre derrière un enseignant un instructeur, un formateur. Mais il faut un moment où il soit capable de se détacher. Même le bébé, à un moment donné, il est sevré. Mais donc, il doit pouvoir utiliser ses propres moyens pour se développer. Le développement, le véritable développement professionnel ne peut se faire que par le biais d'une auto-formation de l'enseignant. Alors, donc, identifier également des outils de réflexivité nécessaires au développement professionnel des enseignants, les outils de réflexivité nécessaires, quels sont les outils que l'enseignant doit pouvoir utiliser et qui vont l'aider dans sa pratique de classe. Et c'est important, ces outils de réflexivité, la réflexion dans l'action, la réflexion hors du feu de l'action, les textes réflexifs, etc. Ensuite, réfléchir sur les conditions d'introduction de la pratique réflexive en formation continue des enseignants au Sénégal, de manière formelle, parce que ce n'est pas encore formel au Sénégal. Et alors, mettre également en œuvre des dispositifs de formation à la réflexivité, pouvant contribuer, bien entendu, à la professionnalisation des enseignants. Alors, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, comment faire pour que la réflexivité puisse servir de moyen? Vous avez tout au long de votre présentation répondu à cette question avec brio en arrivant à des résultats vraiment concluants. La confiance en soi, le sens de l'innovation pédagogique, l'autonomie, l'aptitude à l'auto-évaluation, l'amélioration de la gestion, et vous vous êtes mis en perspective même en pointant les outils qui pourraient être stabilisés et utilisés pour la réflexivité. En gros, il s'agit de cela. Maintenant, nous allons ouvrir les questions-réponses. Les participants peuvent, à volonté, poser des questions. Nous allons ouvrir une liste au besoin, une première liste, sinon ce sera peut-être la seule. Au moins, quelques participants pourraient... Moi, c'est Joya. Voilà, merci. Ok, professeur, moi j'apprécie, ça c'est une autre formation. Voilà. Je suis en train de le faire actuellement. Alors, je voudrais vous poser une question, puisque votre travail se situe au niveau macro. Comment est-ce que, C'est-à-dire par rapport au Sénégal. Au Sénégal. Le système éducatif. Que ce soit même au niveau de l'Afrique, dans la plupart des cas, c'est la même réalité que le Cameroun. Alors, comment est-ce que l'enseignant pourrait être autonome lorsque c'est le politique qui définit le type d'homme à former. C'est le politique dans la plupart de nos politiques éducatives qui se mixe dans l'aspect purement praticien et qui définit, je peux dire, qui donne les injonctions, c'est dans votre exposé. L'enseignant n'est plus celui-là qui doit attendre de la béquée, si je peux le traduire, qui doit attendre de la béquée des autres. Il faut qu'il soit capable de développer son autonomie. Vous avez développé la théorie expérientielle des gens de haut. Alors, comment est-ce que cela pourrait être vraiment autonome lorsque le politique, suivant mon regard, prend toujours les choses venant de l'autre côté, voulons-nous une injection, il nous injecte toujours. Je pense que le cas de l'approche par les compétences. En fait, je vais interpeller le professeur sur ce qu'il a dit. Est-ce que si on parle de l'autonomie de l'enseignant avec la pratique réflexive, est-ce que cette pratique, ce n'est pas un moyen offert à l'enseignant pour pouvoir sélectionner parmi toutes les pédagogies qu'on lui a enseignées, quelle est celle qui marche le mieux dans son milieu? Est-ce que ce n'est pas ça la pratique réflexive? Ça veut dire qu'il soit autonome, et puis aussi par rapport à ses élèves, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de se dire, on m'a enseigné cela à l'école de formation, mais sur le terrain, je me rends compte que ça ne marche pas, ou bien il faut le réadapter de cette manière. Est-ce que ce n'est pas ça le rôle de la pratique réflexive? Merci. Et frère professeur Amadou Yoro, que nous félicitons et remercions, est-ce que cette quête, cette appropriation de cette pratique réflexive
à laquelle aspire l'enseignant, que ce soit le maître, le professeur, est-ce qu'il est lui-même prêt à outiller, à armer, à amener l'élève lui-même à cette autonomie et à cette réflexivité? Est-ce qu'il est prêt? Autant lui il le réclame, autant vous le préconisez. Est-ce qu'il en fera de même lui avec les élèves? Est-ce qu'il ne va pas continuer à les insérer dans ce carcan que lui-même rejette? Oui. Ok, Michel Moudis. C'est juste un constat très simple du sacrifice à voyager, à dépenser. C'est parce qu'il y a une certaine ascension de carrière. Exemple très simple. Oui. Au niveau de l'enseignement secondaire et du primaire, est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Pour la carrière. Pour l'auto-évaluation et l'auto-formation. Quand vous organisez un séminaire de formation continue au primaire et au secondaire, s'il y a des perdièmes, il y a 6 présences. S'il n'y a pas de perdièmes, oui, alors on vient, soit on fait acte de présence ou bien on ne vient pas. Oui. Alors qu'au niveau de l'enseignement supérieur, quand on finit les grades, la motivation diminue et on regarde les plus jeunes. Donc, je suis en train de me poser la question pour savoir, est-ce que l'auto-évaluation ou l'auto-formation sans ascension, sans promotion professionnelle n'est-elle pas une utopie? Est-ce que ce n'est pas des discours sur papier? C'est juste par rapport à l'ascension de l'enseignement. Donc vous posez la question de la motivation. La motivation. Voilà. Donc on a compris. Chers collègues. Mon ami là a abordé la question de la compatibilité entre l'autonomie et le pouvoir. Non, ça veut dire que cette autonomie-là, c'est cette autonomie dans la pratique. Quand on est dans une classe, mais on ne sait pas pour rien qu'on nous appelle maître. Quand on nous appelle maître, ou bien quand on nous appelle professeur, c'est parce que nous devons avoir un tant soit peu de liberté dans la classe. Cela ne signifie pas qu'on sort du cadre du système éducatif. Un État, il y a un système éducatif. Il y a une certaine norme qu'il faut respecter, ça c'est indéniable. Mais c'est dans la pratique. C'est-à-dire qu'on fait une leçon, par exemple, on présente une leçon sur l'entrée par les compétences. On fait une leçon, mais à la fin de la leçon, l'enseignant doit pouvoir réfléchir de manière autonome et ne pas attendre qu'un inspecteur vienne le voir et lui donner encore des injonctions par rapport à ça, ça n'a pas été bien fait, ça c'est mauvais, ça c'est ainsi de suite, il faut faire ça, ainsi. L'enseignant doit pouvoir le faire lui, dans le cadre de sa propre pratique, dans l'exercice de son métier. Il doit pouvoir progresser seul, sans l'aide de personne. Parce qu'en réalité, l'instructeur qui vient, mais il vient pour aider, il vient pour accompagner, il vient pour suggérer, il vient pour proposer.